Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Le ministre rwandais des Affaires étrangères accuse la MONUSCO des silences et la communauté internationale de passivité face aux attaques de drones attribuées au FARDC dans l'est de la RDC, notamment à Mushaki et Goma, ayant causé de pertes civiles. Au Nord Kivu, les enseignants du territoire de Masisi, Nyiragongo, Rutshuru et Walikale dénoncent des retenues salariales pour la mutuelle de santé sans prise en charge effective, selon CIEDEC, qui affirme que 5 000 francs sont prélevés mensuellement à partir de Kinshasa sans accès réel aux soins. Merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. L'actualité du jour, on ouvre par ces dossiers. Le ministre rwandais des Affaires étrangères accuse la MONUSCO des silences et la communauté internationale de passivité face aux attaques de drones attribuées au FARDC dans l'est de la République démocratique du Congo, à Mushaki et Goma notamment, ayant causé de pertes civiles. Ketia Rugamika. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda a déploré le week-end dernier une déclaration de silence de la communauté internationale et de la mission onusienne en RDC face aux crimes du gouvernement de la République démocratique du Congo. Olivier Nduhungirehe l'a dit le lendemain de l'attaque de drone de l'armée congolaise à Mushaki, à 40 km de Goma, qui a fait 20 morts et une soixantaine de blessés parmi les populations civiles, selon Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23. Olivier Nduhungirehe rappelle que le 2 janvier 2026, des drones d'attaque de forces armées de la République démocratique du Congo ont frappé Masisi Centre, au nord Kivu, zone contrôlée par l'AFC M23, tuant au moins 10 civils et blessant 50 autres. La MONUSCO, selon Olivier Nduhungirehe, avait condamné cette attaque sans toutefois nommer ses auteurs, que le service de renseignement de la MONUSCO avait pourtant et facilement bien identifié, se limitant à demander une enquête qui n'a jamais vu le jour. Il a ajouté que la situation s'est répétée le 11 mars 2026. Des drones d'attaque de FARDC ont encore frappé, cette fois-ci à Goma, en main de l'AFC M23, tuant l'humanitaire française Karine Bouissette de l'UNICEF ainsi que 2 autres civils. Parmi les condamnations générales et vagues de la communauté internationale figure celle de la MONUSCO qui avait dénoncé un crime de guerre, mais sans jamais nommer les auteurs de ces crimes que les enquêtes internes de la MONUSCO avaient naturellement identifiés, pétant lire sur les comptes X d'Olivier Nduhungirehe. Il précise que le 8 mai 2026, les drones meurtriers de FARDC ont visé la localité de Mushaki. Encore une fois, la MONUSCO était au rendez-vous pour condamner cet acte tout en protégeant les auteurs de ces crimes qui sont leurs alliés. Et tout ceci, sans même mentionner les attaques quotidiennes de drones de FARDC à Minembwe et sur d'autres localités du sud Kivu qui détruisent de familles et de villages Banyamulenge ainsi que leur bétail, a renchéri le patron de la diplomatie rwandaise. Combien d'attaques meurtrières de drones de FARDC contre des civils congolais faut-il pour que la MONUSCO et la communauté internationale tapent du poing sur la table et tiennent pour responsable le président Félix Tshisekedi et son armée meurtrière? S'est interrogé Olivier Nduhungirehe. Ou bien, tout ceci donne finalement tout son sens à la fameuse expression « le minerai du sang », a-t-il conclu. La déclaration du Rwanda sur les attaques de drones de FARDC contre l'opposition de l'AFC M23 dans l'est de la RDC intervient après celle des États-Unis qui a condamné le massacre près d'Uvira et l'attaque de drones à Mushaki. Les enseignants du territoire de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et Walikale au Nord Kivu ont dénoncé de retenues sur leur salaire au profit de la mutuelle de santé sans bénéfice de services. En retour, le représentant provincial du SIDEC Nord Kivu, Steven Tabaro, a affirmé que 5 000 francs congolais sont prélevés chaque mois sur leur salaire des enseignants à partir de Kinshasa, alors que ceux-ci continuent de payer leurs soins médicaux eux-mêmes.
enseignants des territoires cotisent chaque mois à la mutuelle de santé, mais ne bénéficient pas de la prise en charge des soins, contrairement à ceux des villes. C'est une inégalité que nous demandons de corriger. Oui, monsieur le journaliste, les cotisations de 5 000 francs sont prélevées directement à la source sur les salaires des enseignants. Et par ailleurs, plusieurs enseignants dans les territoires n'ont jamais bénéficié des soins via la mutuelle. Nous pouvons fournir des témoignages et documents à l'appui, et surtout les documents qui proviennent de la DINACOPE, qui montrent réellement qu'il y a prélèvement de certains frais liés à cette mutuelle de santé. Et le problème n'est pas l'absence de structures sanitaires, car elle existe déjà. Il s'agit plutôt d'un manquement d'organisation avec ces structures. Et c'est justement ce que nous demandons de corriger rapidement. Nous demandons 3 choses principales. L'extension effective de la mutuelle de santé dans tous les territoires, notamment dans les Rutshuru, Nyiragongo, Walikale, Masisi, Beni, Lubero, et ainsi de suite. Nous demandons aussi la collaboration avec les structures sanitaires locales, parce que nous en avons beaucoup. À Rutshuru, nous avons l'hôpital. À Nyamilima, nous avons l'hôpital. Et à Mweso, ainsi que partout ailleurs. La prison centrale de Kalemi dans la province du Tanganyika a procédé le week-end au transfert de plus d'une centaine de détenus vers la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans les cadres du désengorgement des établissements pénitentiaires. Nous l'avons appris, selon des sources locales, l'opération s'est donc déroulée sous haute surveillance sécuritaire avec un convoi encadré par les services pénitentiaires et les forces de sécurité de cette partie de la RDC. Ce 9 mai 2026 à Kalemi, une opération d'envergure a été menée pour transférer plus d'une centaine de prisonniers de la prison centrale de Kalemi dans la province du Tanganyika vers Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces détenus, principalement des militaires et des policiers, ont été transférés suite à leur condamnation en premier degré par le tribunal militaire de garnison de Kalemi pour des infractions graves, entre autres désertion, dissipation de munitions, meurtre, association de malfaiteurs, violation de consignes, viol, pour ne citer que celle-là. C'est avec objectif judiciaire de répondre aux poursuites devant la cour d'appel militaire du Grand Katanga siégeant à Lubumbashi. Ce transfert vise à soulager la prison centrale de Kalemi qui fait face à une surpopulation chronique. Le transfert à l'aéroport national de Kainda s'est déroulé en présence du commandant du Kijé avancé, deuxième zone de défense, le colonel Lumbeku Ambroise, du commandant de la brigade Konga et opération Usalama, commissaire provincial et du président du tribunal militaire de garnison. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des efforts de sécurisation du système carcéral du Tanganyika, caractérisé notamment par des tentatives d'évasion impliquant des militaires fouillant le front. C'est pas une évacuation comme telle, mais c'est un processus. Ils étaient condamnés au premier degré. Normalement, ils devraient être amenés à la peine. C'est la seule chose qui a été faite. On est amené à la Belgique, où il y a la Cour militaire internationale, la Cour militaire plutôt qui va les juger à la peine. Un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé par les services de sécurité de la chefferie Chindaika dans les territoires de Kipushi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga pour avoir abusé sexuellement d'une fille de 13 ans. Interrogé, l'homme a reconnu son forfait. Reportage. Les services de sécurité viennent de mettre la main sur M. Cédric Kabouit Ikoma, la quarantaine révolue, présumé violeur de sa fille adoptive âgée de 13 ans pour dire la fille de son épouse. Cette scène s'est déroulée au village Kiaouma, entité située à 10 km de Lubumbashi, précisément au-delà du quartier Looshi, dans la chefferie Chindaika. Signalons que ce scénario remonte d'il y a plusieurs mois, quand la maman s'est rendue à une veillée de prière de 3 jours. Cédric Kabouit Ikoma saisira cette occasion en or pour forcer sa victime d'avoir des rapports sexuels avec lui. Comme l'appétit vient en mangeant, dit-on, ce bourreau a multiplié ses forfaits pendant un long moment, non seulement dans sa propre maison, mais aussi en dehors du toit familial, comme ce fut le cas le jour de sa flagrance en brousse, selon la mère biologique de cette pauvre fillette. Bon, on a même babambaka, de kama ni 20 nistuki huyu mtoto kwa fasi yangu pale nalala pakati sasa hapo nafuata hapo nini arada la mlowesha na mpombe. Argument appuyé bien entendu par le récit de la victime. Mama ashukuru yake kwa rinda kumisi.
Malamingi. Ça fait combien de temps depuis Murianzara Mouna Tembea et qu'on a ouvert comme ville Bivi? Face à la caméra, M. Cédric Kabouit Ikoma a regretté cet acte qui a causé un tourment physique. Il est comme ça. Le tanjo mwenyewe azafanini atanijije. Au moment où nous diffusons cette information, le présumé médite entre les 4 murs du cachot au village Kikanda de la chefferie Shindaika, territoire de Kipushi, en entendant bien entendu son transfert vers les instances compétentes. L'Institut des recherches en droits humains a dénoncé la poursuite de la spoliation de concessions de l'INERA Kipopo dans les territoires de Kipushi dans la province du Haut-Katanga, malgré leur classement en urgence nationale. Dans un mémorandum adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, cette organisation accuse les gouvernements de passivité face à l'occupation et au lotissement illégal de ces terres. À ce jour, l'Institut de recherche en droits humains vient d'adresser un mémorandum à Madame la Première ministre au sujet de la spoliation de la concession de l'INERA et des parcelles avoisinantes dans le village de Kashimbala, groupement Inakiluba, chefferie Kaponda dans les territoires de Kipushi. Pour vous rappeler, ça fait plus de 2 ans qu'un certain Freddy Kassongo a pris de force une grande partie de la concession INERA et plusieurs fermes avoisinantes, notamment la ferme de la succession Mwando, la ferme de la succession Kabongo à Kabongo et la ferme de M. Mubanzo et plusieurs parcelles dans le village de Kashimbala. Nous avons écrit plusieurs lettres aux autorités locales. Il y a toute une série de lettres que nous avons écrites depuis 2024-2025. Il y a eu une première commission qui a été constituée par l'Assemblée provinciale pour suivre le dossier. Et puis il y a eu un élargissement de cette commission aux députés provinciaux pour avoir une grande commission provinciale. Et nous avons fait tellement de bruit que l'affaire a été inscrite comme urgence nationale au Conseil des ministres à Kinshasa. Mais depuis la dernière réunion du Conseil des ministres qui a considéré cette affaire le 30 janvier 2025, il n'y a pas de suite. Et pourtant, ce que nous venons de constater, au bénéfice de la saison sèche, M. Freddy Kassongo et tous ses complices ont repris leur chantier et les activités sont denses maintenant sur le chantier. Joël Amissi a interpellé les autorités congolaises plusieurs semaines après l'assassinat de son frère Vali Amissi à Kinshasa, retrouvé mort au beach Ngobila dans des circonstances non élucidées. Il a dénoncé l'absence de communication officielle et les manques de transparence autour de l'enquête ouverte après le meurtre. Il a également déploré qu'aucun suspect n'était identifié ni présenté à la justice à ce jour et a exigé que la lumière soit faite sur ces dossiers. Bonjour à tous. Je suis Joël Amissi, frère de Vali Amissi. Je parle aujourd'hui en tant que frère, mais aussi en tant que citoyen à la recherche d'une seule chose, la vérité et la justice. Dans la nuit du 8 au 9 avril, mon frère a été assassiné dans des circonstances tragiques. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une histoire floue, c'est un fait grave, appuyé par des éléments matériels, des images de vidéosurveillance et de pistes déjà identifiées dans le cadre de l'enquête. Mais aujourd'hui, ce qui nous choque profondément, ce n'est pas seulement le crime, c'est ce qui se passe après. Un individu, clairement visible sur les caméras et identifié par les éléments de l'enquête, serait parti du pays malgré un avis des recherches déjà lancées. Et aujourd'hui encore, nous n'avons pas de réponses claires sur la situation réelle.
Est-il arrêté ou non? Où se trouve-t-il exactement? Et pourquoi les informations officielles semblent-elles contradictoires? Pendant ces temps, plusieurs éléments essentiels de l'enquête ne semblent pas avoir été pleinement exploités. Des personnes en contact direct avec les faits n'ont pas été entendues. Un véhicule identifié n'a pas été saisi ni analysé correctement. Des pistes importantes restent sans suite. Pour la famille, cela crée un profond sentiment de confusion, d'incompréhension et surtout de silence. Je tiens à être clair. Je ne viens pas ici pour accuser sans preuve ni pour créer un conflit. Je viens demander ce qui est fondamental dans un état de droit. La vérité, la transparence, la rigueur dans les traitements de ces dossiers. À l'attention des autorités et du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Vous avez, à plusieurs reprises, encouragé les jeunes Congolais ainsi que la diaspora à revenir au pays, à investir et à croire au Congo, et à participer à la construction d'une nouvelle génération d'opportunités et de réussites. Mon frère a cru à ces messages. Il a fait ses choix. Il a placé sa confiance dans son pays. Aujourd'hui, il a été victime d'un crime grave. Nous ne venons pas avec une demande politique. Nous venons avec une demande humaine légitime. Que toute lumière soit faite sur cette affaire avec sérieux, clarté et responsabilité. Nous demandons une clarification officielle sur les statuts du suspect, des réponses sur les démarches d'extradition, l'audition de tous les témoins concernés et que toutes les preuves soient réellement prises en compte. Ce combat n'est pas seulement celui de ma famille, c'est celui de toute personne qui croit encore que la vérité doit être dite, même lorsqu'elle est difficile. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous cherchons la vérité. Et nous ne nous arrêterons pas tant qu'elle ne sera pas clairement établie. L'archevêque Ejiba Nyamapia s'est exprimé sur les enjeux des accords en cours entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, estimant que leur mise en œuvre pourrait poser d'importants défis juridiques dans les cadres de la constitution actuelle. Lors d'une intervention après un culte à Kinshasa, le chef de l'église de Réveil du Congo a affirmé que l'actuelle loi fondamentale pourrait constituer un frein au développement attendu de ces accords. Ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance. L'autorité du pays, avec ses occupations, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu une pluie, mais il s'est déplacé pour communier avec le peuple de Dieu. Ceci montre à suffisance comment il aime Dieu, comment il aime le peuple de Dieu. Nous sommes contents. Par rapport aux chrétiens, quand le président de la République a dédié le pays à Dieu, ce n'est pas un mot politique, c'était une volonté de sa confession de foi. Sa présence dans l'église, c'est pour montrer à la population congolaise que lui a une alliance avec Dieu. Et maintenant, à nous le peuple, par rapport à la nation, nous devons savoir en quelle période nous vivons. L'année passée, c'était le bruit de guerre et consorts, mais maintenant là, nous avons les accords avec les États-Unis. C'est le moment du développement. Or, avec la constitution actuelle, ça va poser énormément de problèmes. C'est pourquoi notre demande est que le peuple de Dieu en République démocratique du Congo comprenne le temps que nous vivons. Alors avec ce temps, les réformes constitutionnelles annoncées ont besoin d'abord du peuple de Dieu, parce que ce sont eux qui disent à Dieu de faire quelque chose pour le pays. Et deuxièmement, quand la loi référendaire sera disponible, que le peuple de Dieu soit prêt pour aller au référendum et se prononcer sur sa propre constitution. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.